Hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 81, je pense. OK, 81, tabarnache. Ça avance vite, hein? Ouais. Il y a donc bien des films dans le monde. Il y aura toujours trop de films dans le monde. Mais c'est bon. Moi, j'adore ça. Oui. Des fois, il y a trop de films qui sont inutiles, mais c'est le fun. C'est un divertissement. Je te dis que 95% des films qui sortent, c'est de la fucking merde, mais on va y prendre pareil. Mais c'est bon parce qu'avec ça, on peut les comparer aux bons films épiques, classiques, qui marquent l'histoire du cinéma, tu sais. Mais justement, on parlait de Disney, qui ont annoncé leur prochain film, tu sais. Beaucoup sortent direct sur Disney+. Fait que, pour moi, ça compte vraiment déjà comme de la scrap, là, dans le sens que ils font ça vraiment juste pour les jeunes, pour les familles, pour divertir les gens qui regardent juste des films sur le streaming. C'est un peu comme Netflix. Je comprends, ils ont l'argent pour acheter les directeurs, les acteurs, les grands personnages de ce monde hollywoodien. Mais ça reste que leurs films, pour moi, ça reste comme... Ça ne battra jamais les gros classiques qui ont été faits à la dure. Sur ce, j'ai été au cinéma, Ben, dernièrement. T'as vu des bons films, des bons films, là? T'as-tu vu ça, des bons films? J'ai vu... j'ai pas de film pourri cette semaine. C'est tout quand même des bons films. Rien d'extraordinaire. Ben, j'en ai un qui est quand même très surprenant, extraordinaire. On en a déjà parlé, on en jasera. Mais c'est tous des bons films cette semaine. C'est, à part un, c'est tous des films que j'avais jamais vus. Puis donc, c'est quand même une belle surprise. C'est quand tu ne vois pas un film, puis que là, tu le vois pour la première fois, puis c'est écœurant. J'ai deux nouveautés, dont une que c'est The Invitation. Oui. Que j'ai trouvé au cinéma. Un film de vampire, oui. C'est un bon film. Je dirais pas que c'est de la scrap. C'est un bon film. J'ai passé un bon moment. Mais c'est pas le film du siècle, ni le meilleur film de vampire que j'ai vu de ma vie. Premièrement, l'erreur qu'ils ont faite, je pense, dans la façon dont ils ont interprété le scénario, c'est que c'est un film de vampires, oui, mais tout ce qu'on voit des vampires dans le film, tu les vois dans l'annonce. Tu le sais par l'annonce que ça va être un film de vampires, mais dans le film, tu le sais juste à la fin que c'est des vampires. C'est vraiment comme un film bizarre, je trouve, parce que il n'est pas tellement long, le film, 1h42 environ. Puis, tu sais, moi, je suis un grand fan de films de vampires. Là. J'adore les vampires. Il y a beaucoup de films de vampires qui sont vraiment pas bons, là, mais tu sais, je parle pas de Twilight, là. Dark Shadows. Ouais, mais tu sais, comme Twilight, j'ai aimé le premier film. J'ai aimé la façon. Donc, moi, c'est tout ce qui est dans la légende du vampire. Dans le mythe du vampire, on le connaît sous forme surtout de Dracula, le classique. Là, il a peur des croix, il n'aime pas l'ail, le soleil le brûle puis le tue. Ça, moi, j'aime tout ce qui est concernant la légende du vampire. Si un film propose une nouvelle légende, puis des nouvelles méthodes pour tuer un vampire, je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est le fun. Puis au même fait que si, admettons, ils utilisent vraiment les méthodes classiques qu'on connaît, ben j'adore ça aussi. Fait que je suis pas tellement difficile dans un film de vampire. Là. C'est vraiment tough de me faire pas aimer un film de vampire. T'sais. Puis Twilight, ben c'est sûr que ça déroge vraiment du vampire classique qu'on connaît. Là. As-tu vu toutes les Twilight? Hein? Pardon? As-tu toutes vu les Twilight? Ah oui, j'ai toutes vu les Twilight. Puis, tu sais, c'est le fun à regarder, mais je suis pas un adorateur de Twilight, là, on s'entend. Tu sais, je trouve en plus le CGI il est dégueulasse, là, rendu dans le 4 puis le 5, là, parce que la finale, ils l'ont comme séparé en deux. Fait que, la première partie, elle sert à rien. Là. Puis, à la fin, c'est comme une grosse bataille, mais genre, c'est vraiment dégueulasse, là, le CGI, c'est pas bon. Mais ça, c'est Film Civil qui faisait ça. Fait que c'est sûr que
ils ont peut-être manqué de budget, là, rendu là. Mais le premier film, je l'aime. Twilight, j'aimais ça. La romance entre une femme normale, puis une jeune fille là, normale, puis un vampire. Je trouvais ça intéressant. Ça rappelait un peu Roméo et Juliette. T'sais. Mais j'aimais aussi le fait que ils brûlent pas au soleil, ils font juste briller. Ils ont plusieurs méthodes là, pour changer l'histoire là, des vampires. Puis dans le fond, un vampire, c'est un monstre fantastique. Fait que, tu peux tout inventer là, par rapport aux vampires. Tu peux inventer tout ce que tu veux. T'sais. Puis là, dans Invitation, c'est sûr qu'ils n'ont pas vraiment changé le mythe du vampire. Là. Mais c'est juste que je trouve ça. Probablement, c'était pas vraiment bien représenté là, d'un vampire. Là. Il était pas effrayant, le vampire. Puis il était pas. Ils ont joué un peu en mélangeant Dracula puis Twilight. Là. Parce le vampire, c'est son mari qui est comme supposé se marier, dans le fond, c'est ça? Non, ben c'est ça. Ça, tu vois ça dans l'annonce, mais c'est comme le punch du film, genre. Okay. Que finalement, il veut comme qu'elle l'épouse, puis pour l'épouser, dans le fond, il faut qu'elle boive son sang puis qu'elle devienne elle aussi un vampire pour comme compléter la trilogie comme des femmes de Dracula, si tu veux. Tu sais, les Dracula, il y a comme 3 femmes là, dans l'histoire. Là. Une des légendes. Il y a tellement de légendes de Dracula, mais une des légendes, il y a comme 3 femmes. Puis cette légende-là, justement, est abordée dans Van Helsing. Là. Il y a comme 3 femmes vampires, je sais pas si tu t'en rappelles. Là. J'ai pas vu ça. Tu sais, le film avec Hugh Jackman, tu l'as jamais vu? Non, j'ai pas vu ça. Quand même un très bon film de monstres. C'était le fun. Mais, tu sais, il y a comme 3 femmes vampires. Puis là, dans ce film-là, ben, c'est un peu ça. Il y a 3 femmes vampires, puis elle, à ce temps-là, puis 3 femmes. Il y a 2 femmes, là, vampires. Mais il en faut une 3e pour compléter, comme si tu veux, le mariage parfait, puis comme le fait que Dracula va être comme le vampire le plus puissant au monde. Puis dans le fond, on dirait que c'est comme le seul vampire là, avec ces 2 femmes. Fait que c'est un peu bizarre parce que tous les gens autour, réunis pour cet événement-là, ben, c'est tous des humains, mais qui travaillent pour ce vampire-là. Puis, tu sais, c'est pour ça que je te dis, il y a comme des trous dans le scénario. Là. C'est un peu bizarre comment c'est apprêté. Tu sais, le film dure 1h42, puis je te dirais 1h15 qu'on ne voit pas pantoute de vampire. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On sait qu'il y a un monstre dans l'établissement, mais on ne sait pas... il y a des femmes de ménage qui se font tuer, genre, mais tu ne les vois pas mourir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que... puis de toute façon, si tu as vu l'annonce avant d'aller voir le film, tu le sais que ça parle de vampire, fait que tu le sais que c'est un vampire, puis... Il n'y a aucune surprise dans le film. T'sais. C'est pour ça, moi, je trouvais ça... J'espérais un gros punch à la fin, puis que, tu sais, m'en mette plein la vue, puis que ça soit écœurant. Mais finalement, non. Ça tombe vraiment à plat à la fin, puis il y a comme 10 minutes de bataille à la fin, là, avec des vampires, et toute l'équipe. Mais je trouve, comme pour un film d'horreur, c'était... Pour les débutants, c'est quand même épeurant, là, parce que tu sais pas qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui va se passer dans le manoir. Fait que, pour les débutants comme toi, je pense que tu aurais peut-être un peu la chienne, mais moi, j'ai passé un bon moment. C'était un bon divertissant. Puis, c'est ça. J'ai juste été déçu dans, justement, le fait qu'on ne nous présente pas assez de vampires puis qu'on ne sache pas trop de l'histoire. T'sais. Ça finit comme s'il y en avait une suite, là, mais je pense pas que Sony... Parce qu'on connaît Sony, Sony Pictures, sont bons dans les suites un peu par rapport. Là. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette suite-là, ce film-là. Mais je trouvais que... Quand je voyais la bande-annonce, là, ça faisait une vibe un peu Eyes Wide Shut. Puis j'étais comme... Je suis comme pas sûr. Oui, ben c'est parce que il y a comme... parce que le scénario, là, en tant que tel, c'est... L'histoire du film, en tant que tel, c'est que la fille, Nathalie Emmanuel, elle joue une jeune femme qui vient de perdre sa mère du cancer, puis elle a comme aucune famille, puis là, elle fait comme un test d'ADN pour trouver comme de la famille dans le monde, comme un lien paternité éloigné. Puis elle trouve finalement des vieux cousins éloignés de Londres. Puis là, lui, il est comme super emballé par ça. Puis il est comme, ben viens, on a un mariage de notre arrière cousine. Puis en tout cas, c'est vraiment bizarre là, comme approche. Là. Puis la fille, elle dit, ben oui, pourquoi pas, j'ai rien à faire. Fait qu'elle s'en va à Londres avec lui. Puis c'est un peu bizarre. T'sais. Personne qui ferait ça dans la vie. Là. Mais elle le fait.
Puis là, elle a comme. C'est pour ça que j'allais te dire, il y a comme une petite vibe à la Get Out. Là. On dirait qu'ils ont comme un peu plagié Get Out, là, comment c'est fait, parce que elle se rend là avec justement un cousin éloigné, un peu inconnu. Puis là, sa meilleure amie qui est noire, puis qui, tu sais, a fait des jokes comme l'ami noire de Get Out, là, tu sais. Elle dit appelle-moi là, à chaque nuit, puis pose-le, puis pose toutes les factures que tu vois, puis pas les factures, les plaques, là, puis là, elle l'appelle sans cesse, puis elle fait des blagues, elle est comique, là, mais je trouvais que ça faisait beaucoup de rappels à Get Out, puis son ami qui essaye de le chercher, puis toute l'équipe. Puis mais tu sais, c'est ça. L'histoire, c'est que là, elle se rend là, puis là, c'est comme supposé pour être un mariage, justement, d'une cousine éloignée. Puis là, au final, ben, c'est ça, on l'a dit, là, c'est pas un punch, là, on le sait dans l'annonce. Là. Finalement, c'est comme c'est le maître de la place, si tu veux, du manoir, que lui, c'est un jeune beau millionnaire londonien. Puis là, il dit ben on s'aime, fait qu'on va se marier puis tout. Puis là c'est là qu'elle découvre que c'est un vampire, puis tout le monde l'a comme trahi, genre. Mais tu sais c'est ça, le punch tombe un peu à plat parce qu'on s'en doute tout le long du film. Là. J'aurais aimé ça que on s'en doute pas, puis qu'on ça soit comme un peu un slasher de vampire, genre c'est qui le vampire dans toute la gang, on sait qu'il y en a un mais on sait pas trop, puis c'est juste le manoir, si tu rentres là-dedans puis tu le sais, ok, c'est un manoir de vampire, là. Il aurait pu avoir une petite touche un peu plus subtile, je trouve, dans le scénario puis dans la façon dont il apprêtait le vampire. Il n'y a rien de nouveau, tu sais. Mais moi, tu sais, un bon film de vampire, tu sais, admettons qu'il n'y a rien de nouveau, là, tu rentres dans le film, tu sais que ça parle de vampire, tu as La Reine des damnés qui est excellent, là. C'est un peu basé sur Anne Rice, tu sais, de Interview with the Vampire. Puis c'est comme j'oublie son nom, de Stuart Thompson, quelque chose comme ça. C'est un jeune acteur là, des années 2000. Puis, lui, il joue un jeune Lestat. Comment ça s'appelle? La Reine des damnés, c'est Queen of the Damned. J'ai jamais su comment le dire en anglais. Damned. Queen of the Damned. C'est Stuart Townsend, c'est ça tu dis? Ouais, c'est ça, Townsend. Ben, tu vois, lui, il joue un jeune Lestat, qui est le personnage de Tom Cruise dans Interview with the Vampire. Puis, tu sais, c'est comme une reprise un peu de ce personnage-là à travers le monde moderne. Puis, comme quoi, tu sais, c'est un vampire. Puis, comme quoi, dans le passé, tu sais, il travaillait pour la reine des vampires, justement, qui est jouée par Aïcha, là, une chanteuse de l'époque qui est morte aujourd'hui. Mais, tu sais, comme c'est un bon film de vampire, je trouve. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, mélanger le moderne avec ce qu'il y a de passé. Le vampire, il vit toute sa vie, plus longue que la normale. Là. Il vit des milliers d'années. Fait que je trouve ça intéressant quand il y a une touche du passé, justement, dans un film. J'ai bien aimé aussi le Dracula qu'ils ont fait, Untold, là, Dracula Untold, inédit. C'était un film assez... Dans la forme, c'est un film vraiment cliché. Là. C'est l'histoire de Dracula, si tu veux, par la légende qu'on connaît là, de la personne en humain qui a vécu, là, je pense, il me semble, c'est au 13e siècle, quelque chose comme ça. Puis lui, justement, il fait un pacte avec... c'est Vlad l'Empaleur, c'est ça? Oui, c'est ça, Vladimir. Puis comme... il fait un pacte avec, on dirait, Nosferatu, là, qui est comme dans une grotte. Puis lui, il donne son sang, puis là, il devient comme super héros, si tu veux, là, de vampire. Puis c'est ça, il empale tout le monde, avec des bouts de bois dans le cul. Fait que ça, c'est la légende, du Dracula qu'on connaît de Vlad. Puis, le film que Universal ont fait, je pense que c'est en 2013 qu'il est sorti, 2014. 2014. Puis, moi, j'avais vraiment aimé ça. C'est plus dans le passé, c'est sûr, mais à la fin, tu te rends comme dans le monde moderne, puis il est encore en vie, puis il est là. Puis il retrouve comme une fille qui ressemble à sa femme de l'époque. Puis là, moi, je me disais, ben ça va être bon pour le futur, mettons, quand ils vont faire des films, parce que je pense que c'est le premier film qui était censé débuter le Dark Universe de Universal. Okay. Avec la momie qui a vraiment pas fonctionné, puis que finalement, ils ont tous scrappé ça, là, leur idée
il y a Johnny Depp qui était censé faire L'Homme Invisible. Finalement, ils ont changé ça pour un film de L'Homme Invisible, mais qui a totalement aucun rapport. C'est dommage, mais regarde, on fait ce qu'on peut. Puis moi, j'adore les films de monstres. Tout simplement. C'est juste ça que j'ai à dire. J'adore les vampires. C'est tout. Réécoute Dark Shadows. Hein? Oui, ben écoute, c'est de bon film. Un petit peu décevant, mais c'est quand même pas si mal. Ouais, c'est pas... Moi, j'aime bien Vampire de John Carpenter. Là. On a parlé de John Carpenter le dernier podcast, me semble. Ouais. T'avais regardé The Thing, c'est ça? Ben, The Thing, Big Trouble Little China, puis oui, c'est ça. Dark Star. Mais tu vois, si t'aimes John Carpenter, là, dans le fond, tous ses films, si t'aimes un film de John Carpenter, tu vas aimer toute sa filmographie. Là. C'est simple de même. Puis Vampire, c'est avec James Wood. C'est dans un monde moderne là, des années 80, fait que c'est très rock'n'roll. Ça ressemble un peu à The Lost Boy, tu sais, le style. Puis, t'as-tu vu The Lost Boy? Je pense pas, non. De Joel Schumacher, là, c'est avec Kiefer Sutherland, Jason Patrick. Mais c'est un bon film. Ça aussi, c'est un classique de vampire. Là, The Lost Boy, c'est juste bon. C'est juste du bonbon parce que c'est un bon film de vampire des années 80. Fait que c'est très vintage, très rétro. T'as comme la musique, les côtes de cuir, tout, les coiffeurs vraiment écœurants. Mais tu sais, moi je trouve que c'est bon un film de vampire quand justement, comme je te disais, il y a des éléments du passé qui viennent comme se coller au monde moderne d'aujourd'hui. C'est sûr que là, on n'est plus dans les années 80, là, mais Vampire, c'est un peu le même style. Là, comme ils chassent des vampires, mais ça ressemble un peu aussi à ce que John Carpenter a fait avec Ghost of Mars. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là. Non, j'ai pas vu. C'est un de ses derniers comme films à gros budget là, dans les années 90 avec Ice Cube. Puis t'as un jeune Jason Statham aussi dans ce film-là, là, Fantôme sur Mars. Puis c'est comme un peu le même concept qu'il y avait avec Vampire. Là, c'est une gang Parce que Vampire, c'est une gang de vampires qui chassent les gens. Là. Je pense que ça se passe dans le coin du Texas, là, dans le désert en tout cas. Puis c'est ça, Ghost of Mars, c'est un peu la même chose. C'est comme des gens morts vivants, si tu veux, sur Mars. C'est un peu bizarre. Très futuriste, mais c'est bon. Moi, j'adore ça. C'est John Carpenter, ça doit être le fun. Hein? Ben oui, c'est le fun. Toujours plaisant à regarder. Mais toi, un film de vampire, t'aimes-tu ça ou c'est... Je sais que ça intéresse pas tout le monde, là, les films de vampires. Ben, je me dis si le film est bon, ça va m'intéresser. Ouais. Ben oui, ça me vient pas en tête. À part Dark Shadows, puis mettons Bram Stoker's Dracula, ça me vient pas en tête. Là. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Que tu sais, Dark Shadows, c'est très comique aussi, là. C'est pas. C'est Tim Burton. Ouais, puis tu sais, ça se prend pas trop au sérieux. Ça me fait un peu penser à. J'avais détesté, par exemple, What We Do in the Shadow de. Taika Waititi, là. Ouais, Taika Waititi. Mais tu sais, c'est sûr, j'ai pas détesté le film, c'était bon. Mais tu sais, depuis que je regarde justement les films de Taika Waititi, surtout ce qu'il a fait à Thor 4, on dirait que je le déteste encore plus. Puis comme je veux détester tous ses films. Mais tu sais, un bon film comique là, de vampire, écoute Brooklyn Vampire de Wes Craven. OK. Un vampire à Brooklyn, dans le fond. Là. C'est Eddie Murphy qui joue un vampire. c'est quand même... C'est pas drôle à la Eddie Murphy comme on connaît, là, normalement. Mais c'est comique quand même. C'est du Wes Craven. Fait que... Tu sais, Chloé Moretz avait fait un film de vampire aussi un moment donné quand elle était jeune. C'était-tu Let Me In? Let Me In, ouais. Okay. T'as-tu vu? Oui, c'était bien. Ouais, okay. C'était bien, mais encore là, je trouvais que on creusait pas assez dans le si tu veux, l'espèce de... Comment qu'on dirait, là, le mythe du vampire, ouais. Tu sais, comme l'espèce de charte autour de ce vampire-là. J'aurais aimé ça connaître son histoire un peu plus. Là, c'est comme, OK, c'est une vampire, mais on ne connaît pas, il me semble, dans mon souvenir. Je ne l'ai pas vu souvent, là, ce film-là, mais c'était bon. J'aimais ça quand même. C'est comme un jeune... il tombe amoureux d'elle, genre, comme son voisin. Là. Je ne l'ai pas vu, je sais pas. Ah, OK, tu l'as pas vu? OK. Bon, t'écouteras ça. Sûrement. Chloé Moretz. C'est hot, Chloé Moretz? Ouais, mais c'est pas si vieux non plus. Je pense que c'est 2009.
Elle était jeune quand même Ben, dans celle-là. elle est encore jeune aujourd'hui, fait que c'est sûr que C'est c'est pas vrai qu'elle trop est vieux. encore jeune. C'est vrai qu'elle est encore jeune. Elle fait pas grand-chose, par exemple, aujourd'hui. 2010. Ah, Ben, 2010. on va aller voir qu'est-ce qu'elle fait récemment. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Récemment. Mère Android sur Hulu en Ah, jamais 2021. vu. Jamais vu. La famille Adams 2. Tom and Jerry. OK. On va voir les prochains projets. Ah oui, c'est vrai, elle joue dans Tom et Jerry. C'est des affaires pas Mélanger connues. l'animation et live action. C'est toutes des choses pas connues qu'elle va jouer dedans. The Peripheral, qui est une série télé Prime qui sort OK. en octobre. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, regarde, on lui souhaite le meilleur. On lui souhaite un Kick-Ass 3. Je sais pas si ça va se faire, hein? Je Pas pense. sûr. Je suis pas sûr. En tout cas. Bref, mon amour pour les vampires, je pense que ça remonte vraiment à loin quand j'étais jeune. J'écoutais Buffy contre les vampires, puis j'adorais ça. C'est tout ce que je voulais dire. Excellent. Écœurant! Veux-tu checker mon coup de cœur de la semaine? Vas-y, je t'écoute. C'est un film de Steve McQueen que je t'ai parlé. Je t'en ai parlé en écrit, là, mais Shame de Steve McQueen avec Michael Fassbender. Oui. T'as jamais vu? Je l'ai jamais vu. Ça se trouve sur Canopy, que là, j'ai découvert ça, Canopy. C'est un service de streaming que quand tu es abonné, mettons. Encore? Oui, ouais, mais c'est gratuit. Il y a tellement de streaming gratuit dans le monde. Il y a une Pourquoi on catalogue continue de de films payer, génial. Ben, je sais. Mais ça, l'affaire, c'est ça. Canopy, c'est gratuit, mais il faut que tu sois abonné avec la Bibliothèque nationale du Québec, ou peut-être d'autres bibliothèques aussi, là, je ne suis pas au courant, mais moi, avec la Bibliothèque nationale, j'ai droit à 4 films par mois. Fait que le catalogue de films qu'ils ont, c'est extraordinaire. Il y a plein de critérions, il y a ça, il y a plein d'affaires. Là, j'ai 2 films dans ma liste qui viennent de ce streaming-là. Donc Shame, ça. Shame de Steve McQueen, qui est un film de, je vais dire quelle année? 2006, je pense, ça se peut-tu? Moi, je dirais plus 2011. Je sais 2011 exactement, t'as raison. Pour vrai, j'ai dit au hasard. Qui est un film de 18 ans et plus, avec beaucoup de nudité frontale. C'est très, très, très cru. Oh oui, c'est vraiment cru. Ah ouais, Tu vois la graine de Michael Fassbender non-stop, genre le début, là, c'est quel pénis de Michael Fassbender. Puis Alicia Vikander, es-tu bien contente? Ben, ils n'étaient pas mariés ensemble à cette époque-là, fait que ça dérange non, pas. Je sais, mais il doit avoir le même pénis là, que cette époque-là. Sûrement. C'est ça. Puis, OK, c'est cohérent. Dans le fond, l'histoire, un peu vite, c'est Michael Fassbender qui est accro à la masturbation puis au sexe. Sa vie est toute faite, est comme très rangée puis très structurée. Tout ça fonctionne à travers sa dépendance. T'sais. Ouais. Puis là, sa sœur, elle arrive, c'est Carey Mulligan qui joue sa sœur, puis elle arrive comme à l'improviste chez eux. Fait que là, ça le confronte tout à son quotidien, puisque tout ce qu'il fait ne fonctionne plus à cette heure, ça a bouleversé sa vie de tous les jours. T'sais. Il peut pas se cacher, ouais, c'est ça. C'est ça, puis sa sœur est comme à des problèmes, elle est fuckée un peu, elle est un peu compulsive, puis elle essaie de se tuer. T'sais. Puis dans le fond, c'est ça. C'est toute l'étude d'un personnage où tu vois le gars qui est confronté à lui-même et qui essaie de battre ses démons un peu, mais qui veut pas trop les confronter non plus parce que il aime ça. Ça n'a pas l'air sain, mais ça a l'air le fun. Puis il y a une belle scène à un moment donné que j'ai trippé ma raide. Il se crosse dans la salle de bain, puis là, sa sœur, elle rentre, mais elle n'était pas supposée être là. Il fait juste péter un plomb, il sort tout nu de la salle de bain, puis il va à bardasser, puis il crie après. Je suis comme, oh man, quelle scène incroyable! Aïe, aïe! C'est vraiment, vraiment bon. Michael Fassbender est génial. Il a l'air d'un fou. Là, ouais, ben en plus, c'est comme le début, si tu veux, de sa carrière, là, parce que il avait sûrement fait des rôles avant, comme, mettons, 300, il y a un petit rôle là, secondaire, mais c'est dans 2007, ça, fait que on l'a commencé à le connaître justement en 2011, je pense, avec First Class, X-Men First Class. Ouais, 2011, c'est ça. T'as aussi Dangerous Method en 2011. Ah oui, OK. Avant ça, t'as quoi? T'as Inglourious Bastard 2009. Fish Tank. Il joue dans Fish Tank de Andrew Arnold aussi, qui a l'air bon. OK. Ouais. Jonah X 2010. Ouais. Pas ça. 300. Sinon, c'est toutes des affaires pas rapport, genre des séries télé britanniques. Hunger, c'est quelle année, ça? Hunger, c'est... Ça, c'est toi qui m'en avais parlé, Hunger? Non, je n'ai pas vu ça, Hunger, mais c'est un peu gelé, ça. Mais ça, j'avais vu des critiques comme quoi c'était bon. C'est 2008. Ah, OK. Grève de la faim. C'est un film de Steve McQueen aussi, fait que c'est sûr c'est bon. OK.
Mais c'est ça, ça doit être ses premiers films, ça, de Steve McQueen, parce que je sais qu'il a gagné l'Oscar pour... De 12 Years a Slave, là. Ouais. Dans lequel Fassbender jouait aussi, là, Ouais. d'ailleurs. Réalisateur. Premier film de Steve McQueen, c'est quoi? Ah, il a fait beaucoup de courts-métrages. Premier long-métrage, c'est... Attends un peu... C'est Hunger, justement, c'est ça. En 2008. OK. Bon. C'est ça. Puis, Ça doit être bon. ben, tu sais, justement, Shame, ça me fait penser un peu à un film que j'ai parlé il y a une couple de mois, tu sais, Two Lovers de James Gray. Oui. Parce que tu as un personnage qui est vraiment dérangé, puis tu sens qu'il est pas bien. Puis c'est comme s'il faut qu'il se confronte à lui-même. Là, tu sais, je trouve ça c'est une vibe similaire. Ouais. Joaquin Phoenix, il est fucked up. Là, puis comme Mais comment tu me parles justement de Shane, je trouve que ça rentre dans la vibe justement de James Gray. Ouais. T'as-tu vu Little Odyssey? Non, j'ai juste vu Two Lovers. OK. Ben, tu sais, comme tous les films de James Gray, justement, comme, admettons, Ad Astra, tu sais, c'est sûr, c'est très science-fiction, là. C'est plus... tu rentres plus dans la peau d'un astronaute, mais juste l'envers du décor, la relation que Brad Pitt a avec son père, qu'est-ce que tu ressens de cette relation-là? C'est dans le vif du sujet du film, même si c'est un film de science-fiction, c'est beaucoup plus humain puis comme psychologique. Là. Ouais. C'est comme c'est plus des études de personnages. Exact! Axé sur l'action puis sur l'histoire. Ouais. Des belles études. Puis aussi, mettons, Shame comme Two Lovers, je trouve que c'est des films qui sont faits un peu sans compromis, puis qu'ils ont un style vraiment particulier qui laisse le temps. Souvent, c'est des longs plans, ils laissent le temps. C'est pas des gros découpages, souvent, c'est des two-shots. C'est du monde qui jase, puis c'est comme si tu habites la situation avec eux. C'est un grand coup de cœur, j'ai vraiment aimé ça. C'était très, très bon. Hein. Vraiment bon. Tu me donnes envie d'écouter. C'est gratuit, Canopy. Canopy, c'est gratuit. Ouais, mais là, il faut que je m'abonne. Regarde. Mettons, s'abonner à la bibliothèque, ça prend genre 15 secondes de faire ça, tu reçois un code. J'ai pas de temps, Ben. J'ai pas de temps dans ma vie. Fuck! Non, mais intéressant. Mais je l'ai déjà vu souvent pas cher en Blu-ray là, sur Amazon. Je vais peut-être l'acheter. Saute dessus parce que c'est excellent. C'est vraiment très bon. Hey, tu me diras pas quoi faire. Je vais sauter sur quoi je veux. Stick. Parfait. Ben, de Shane, Stick. Belle découverte, donc. Ouais, parfait. C'est extraordinaire. Steve McQueen, j'ai le goût de découvrir un peu plus ce qu'il fait. Je pense que j'ai rien vu de ce qu'il a fait. J'ai pas vu Travis of Slave non plus. OK, ben c'est un bon film. Là. Faudrait que tu le regardes. Assurément. Moi, c'est pas mal ça, puis Veuve. Ah, le Widows, hein? Ouais. Ouais, je pense que c'est le dernier qu'il a fait, si je me rappelle. Là. Si je me trompe pas, oui, c'est ça. Un peu, là, Steve McQueen. C'était bon, mais sans plus. J'ai préféré 12 ans de Stab. Là. Stab pendant 12 ans. Ouais, son dernier long métrage, c'est ça, c'est Widows. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'en vient, 4 projets. Il y a comme 4 projets en développement. Là, fait que, OK, bon. À suivre tout ça. Mais Colin Farrell, toujours bon. Il joue dans Widows. Fait que. Ah ouais, OK. Ouais, Liam Neeson et tout. Qui joue dans le prochain film de Martin McDonagh encore avec Brandon Gleeson. Ça, j'ai hâte de voir. C'est fucking bon. Ben oui, Steve McQueen. Steve McQueen. OK, ben écoute, je peux aller avec une autre nouveauté que j'ai regardée au cinéma. George Miller. 3000 ans à t'attendre. Il paraît que c'est bon, mais ça a zéro fonctionné au box-office. Il paraît que c'est catastrophique. Là, oui, ben il fallait s'en douter. Ouais. Juste l'annonce, très peu de publicité là, pour le film. Puis juste l'annonce, elle était un peu bizarre. L'annonce ne te dit rien du film, dans le fond. T'as comme les deux extrêmes. T'as Invitation qui en dit trop, puis c'est comme il n'y a plus de surprise. Puis 3000 ans à t'attendre, que c'est comme. Il en dit beaucoup très peu, donc t'as pas le choix de. C'est un essai-erreur. Tu y vas en sachant que c'est George Miller, tu te dis OK, j'ai adoré Mad Max, toute la série de Mad Max, Les Petits Pieds du Bonheur. Bon, c'est très extrême, là. Les Petits Pieds du Bonheur, je veux dire, ça n'a aucun lien avec Mad Max. J'ai l'impression qu'on est fucking loin de Mad Max aussi. Là. Ben oui, c'est ça aussi, tu sais. Parce que là, j'ai regardé Mad Max Fury Road. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Puis je me disais, je vais me primer, tu sais, avec George Miller, son style déjanté. Puis Mad Max, tu sais, c'est sûr,
Tu sais, t'as-tu tout vu, toi, les Mad Max? Ou, Ben, les plus vieux, je les ai vus quand j'étais jeune avec mon père, mais ça fait longtemps. Mais le dernier, je OK. l'ai vu, je l'ai, là. Ouais, c'est ça. Fury Road, c'est très bon. Je trouve qu'il a repris exactement le bon ton de ces vieux classiques là, de Mad Max. Là. Moi, j'adore le premier là, avec Mel Gibson. Ben, dans le fond, les trois vieux, c'est Mel Gibson. Tu as Mad Max, le premier. Tu as Mad Max, le défi. Puis tu as Mad Max, Under the Dome. Under the Dome of Thunder, quelque chose comme ça. Là. Sous le dôme du tonnerre, quelque chose comme ça. Mais c'est des bons films, puis c'est tout le temps la même affaire. C'est Mad Max qui erre dans le désert de l'apocalypse, puis il tombe sur un groupe si tu veux, de soumis là, à un gros chef, puis là, il les aide en détruisant le dominant. T'sais. Mais c'est tout ça en recherchant une raison de vivre. Parce que Mad Max est très torturé par justement son passé. Puis c'est pour ça que je te dis, il a bien repris ça avec le nouveau Mad Max qu'il a fait. Là. Tom Hardy il joue très bien aussi, là, ce que Mel Gibson nous avait habitués. Mais c'est le même personnage, Tom Hardy et Mel Gibson. C'est pas comme le même univers, mais différent. Ah non, c'est le même. Okay. C'est un Max. C'est Max. Okay. C'est le même Max. Puis c'est même le. Je pense que c'est une suite aussi. Là, c'est sûrement plusieurs années après les derniers qu'il a fait, là, mais c'est la même histoire. Dans le premier film, tu vois un peu plus de son passé. Mel Gibson, il repense à sa petite fille qu'il a perdue, puis ça le torture, l'esprit, puis c'est comme dans un monde qui est devenu de plus en plus... C'est un peu comme si tu étais Alice au Pays des Merveilles, mais là, c'est Mad Max au pays de l'apocalypse, là, genre. Parce que je me souviens plus trop, si dans le premier, il explique comment que le monde est devenu comme ça, là, mais il a perdu sa fille avant que le monde devienne une merde comme ça, me semble. Puis The Fury Road, tu vois très bien aussi l'esprit déjanté de George Miller. Puis le scénario, il y a quand même une importance. Puis c'est bien scénarisé, c'est bien écrit. Tu t'attaches aux personnages, même si c'est des méchants ou même s'ils meurent. T'sais. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Surtout Charlize Theron, son personnage de Furiosa, ça rajoute vraiment un plus au film, puis une connexion un peu semi-amoureuse, là, plus amitié, mais avec Mad Max. Fait que j'ai hâte de voir, parce que le prochain film de John Miller, c'est censé être Furiosa. Okay. Un film avec Charlize Theron qui reprend son rôle. Fait que j'ai hâte de voir si ça... Mais je sais pas si c'est un prequel à Fury Road ou si c'est une suite. Fait que on va peut-être revoir Tom Hardy dans ce film-là. Si c'est une suite, on devrait les voir se retrouver, quelque chose comme ça. Là. Moi, je me rappelle dans le Fury Road que toute l'esthétique est malade. Les gens qui jouent de la musique sur le char, c'est magique. Oui, c'est totalement. J'avais eu de la misère beaucoup avec le scénario. Je trouve qu'il est bizarre. Il manque comme. Il est comme mal ficelé, je trouve, là, mais ça fait longtemps que je l'ai vu par contre. Là. Mais c'était l'impression que j'avais eu. Ben, c'est un scénario, tu peux pas faire plus simple que ça. C'est Max qui se retrouve piégé comme par les soldats, si tu veux, il s'appelle quelque chose Joe, là, Milton Joe, quelque chose comme ça. Là. C'est comme le gros boss. Puis, dans le fond, il se retrouve, c'est ça, lui c'est comme une poche de sang, si tu veux, là, parce qu'il y a Nicholas Hoult, qui est comme un des soldats que lui, il a un cancer. Fait qu'il faut qu'il prenne du sang de Tom Hardy, si tu veux. Fait que là, c'est comme sa poche de sang pendant comme que Furiosa, elle vole un camion d'eau, tu sais, puis elle s'enfuit vers des lieux plus habitables, avec supposément qu'il y a de la vergeture plus loin, puis que c'est vraiment beau. T'as-tu de la vergeture? J'ai dit la vergeture. Je voulais dire la verdure. La verdure, c'est ça. Mais, tu sais, c'est comme, elle s'enfuit avec les trois femmes du gros boss, que lui, il veut juste des bébés. Fait que, tu sais, les trois femmes, c'est comme des esclaves, si tu veux. Fait que vas-y. Immortan Joe. Ah, Immortan, OK. J'avais pas... me rappelais plus. Mais, fait que le scénario, tu sais, c'est juste Mad Max, que lui, il veut s'enfuir. Puis là, il prend l'occasion que, tu sais, Furiosa est déjà en fuite. Fait que il les aide un peu, mais lui, il pense juste à lui. Puis à la fin, ben, là, il fait un geste honorable là, en aidant Furiosa et les filles. Puis
à sauver, dans le fond, tous ceux qui crèvent de faim et de soif. Fait que c'est un héros, tu sais. Mais c'est ça, le scénario est très simple. Il n'y a rien de complexe non plus dans le scénario. Mais c'est ça, comme tu l'as dit, c'est un film beaucoup plus esthétisme, puis jeu de rôle, les personnages, les acteurs. Tu sais, les couleurs sont belles. Ça Ah me ouais, rappelle aussi Borderlands, là, le jeu. Ils font un film, c'est justement, vrai. Borderlands, et Lara Roth, là, qui fait un film là-dessus. Ouais. J'ai hâte de voir, il y a Kevin Hart dedans. Ah ouais. Ça me sillonne un peu moins, là. Mais Mais tu connais un peu la série de jeux. ouais, j'ai déjà joué. J'ai jamais eu le jeu, mais j'ai déjà joué chez des amis. C'est drôle, puis c'est beau. Tu sais, visuellement, c'est comme Ouais. cartoonesque. Là, puis, ça ressemble à Ouais. Mad Max Fury Road. Là, ça ressemble à ça, les C'est personnages ça, ressemblent à ça ça. Puis... ressemble, c'est ça. Puis Mad Max, les effets spéciaux étaient bons aussi, là. Ouais. Ça fait un job. Fait que là, on tombe dans 3000 ans à t'attendre, qui est son nouveau film depuis 2015, là, depuis Mad Max Fury Road. Fait que je me disais, bon, OK, à quoi s'attendre? Mais je me disais, j'adore George Miller, c'est sûr que ça va être bon. Puis, je suis pas déçu, c'est un bon film, mais bon, c'est un conte. Fait que, tu sais, c'est Tilda Swinton qui frotte sans le vouloir, là, elle ouvre comme une bouteille qu'elle a achetée, elle est comme à quelque part en Turquie. Puis là, elle est comme dans sa chambre d'hôtel, puis elle frotte une bouteille, puis là, il y a un génie qui sort de la bouteille, puis c'est Idris Elba qui est un génie, puis que là, il explique son... Tu sais, il arrive, il est super grand, puis là, il s'habitue, dans le fond, au monde dans lequel il vit, fait que là, il se rapetisse de plus en plus, puis là, il redevient plus humain, puis il se connecte à la télé, mettons, puis là, il apprend tout notre langage, tout ce qui se passe. Tu sais, c'est un djinn, fait que les djinns, ils parlent, tu sais, avec sa langue, puis une langue ancienne. Puis Tilda Swinton, ben, c'est une enseignante en histoire, puis en tout ce qui est justement dans ces années-là, les vieux contes, puis les vieux mythes de l'ancien Mésopotamie, puis tout ce qui est arabe aussi. Puis, fait qu'elle, elle connaît les djinns assez. Elle n'a pas l'air surprise tant que ça, qu'il y a un génie qui sort. Fait que c'est comme c'est un monde fantastique qui se mélange à un monde moderne, mais ça devient, dans le fond, ça devient beaucoup plus un conte, même dans le monde moderne qui nous présente, parce qu'elle n'a pas l'air si étonnée que ça, tu sais. C'est comme rendu normal, qu'un génie soit sorti. Puis là, il présente justement, moi, ce qui m'avait surtout accroché dans l'annonce, c'est que ça disait que c'est un Aladdin pour adultes, tu sais. Fait que c'est le même principe qu'Aladin. Dans le fond, Idris Elba, c'est un génie, puis il propose 3 vœux à Tilda Swinton, puis il explique, tu peux pas demander, mettons, d'avoir des vœux à l'infini, ou tu peux pas demander quelque chose à l'infini, là. Mais, tu sais, Tilda Swinton, elle sait pas quel vœu elle fait, c'est une femme timide, elle est comme malheureuse en amour. Fait que là, tu sais, elle sait pas quoi choisir, puis elle lui demande d'y raconter son histoire pour... parce que lui, il demande, fais 3 vœux, puis moi, ça va me libérer, puis je vais pouvoir partir en paix. T'sais. Puis là, elle dit, ben, je sais qu'il faut jamais se fier à un djinn, puis il faut jamais faire des vœux trop sous impulsion, mettons. Fait que j'aimerais ça que tu me montres pourquoi je pourrais avoir confiance en toi. T'sais. Fait que là, il explique son histoire. Fait que tu as tout plein d'histoires du passé, les mythes qu'on connaît avec le Zéphyr, qui est comme une femme super intelligente là, dans les années comme 1600, au 16e siècle, puis 15e siècle. Puis sinon, tu passes, c'est surtout dans les milieux arabes là, que ça se passe, là. Plus en Afrique, mais comme le nord de l'Afrique. Là. Fait que tu sais, c'est un bon film, mais tu as beaucoup d'histoires, c'est très long. T'sais, le film dure 1h45, quelque chose comme ça. T'sais, il n'est pas si long, mais il paraît vraiment long parce que c'est juste du parlage. T'sais, tout le long du film. Puis c'est comme des contes. C'est un conte en tant que tel, mais c'est Idriss Elba qui raconte son histoire à lui en forme de conte. Fait que c'est comme tout le temps plein d'histoires. Il y a comme un peu de fantastique dans les histoires, mais ça a l'air d'être juste des histoires comme historiques. Là, ça n'a pas l'air d'être un conte, mettons, de Disney. Là, fait que c'était bon, mais j'ai pas été sur le cul. Là,
Mais c'est quoi l'attrait du film? Qu'est-ce qui fait que c'est si intéressant que ça? Qu'est-ce qui fait que c'est quoi? Que c'est si intéressant que ça? Ben, je trouvais ça intéressant parce que tu sais, les histoires qu'ils racontent, tu sais, dans le fond, à la fin du film, t'as comme un punch. Ben, un punch. Tu comprends quelque chose à la fin du film qui vient relier toutes les histoires, dans le sens que ce dont le génie, lui, est à la recherche, puis ça ressemble un peu à ce que la fille est à la recherche aussi. Fait que là, comme ils deviennent un peu plus complices, tu sais, que le début du film, tu sais. Fait que à la fin, c'est sûr que tu comprends un peu qui est le génie, puis tu tombes sous son charme, si tu veux, mais comment le film finit, je trouve ça bizarre un peu. Puis ça finit comme ça a commencé, dans le sens que c'est un conte. T'sais. Fait que c'est ni un bon conte d'enfant, ni un bon conte d'adulte trop érotique ou quelque chose comme ça. Tu as de l'érotisme un peu, mais c'est pas tant un Aladdin pour adultes. Là, ils disent plus Aladdin pour adultes parce qu'il ne se passe rien de vraiment fantastique, puis à part le génie. Là. Okay. Fait que j'étais un peu déçu dans ce sens-là. Mais tu sais, c'est un film pour tous âges, là, déconseillé aux jeunes enfants, genre, mais tu sais, c'est pas. T'auras pas vraiment de sang dans le film, t'auras pas de grosses batailles. Faut pas que tu t'attendes à un Mad Max, t'sais. C'est vraiment un film unique en son genre. Intéressant parce que ça te raconte aussi des vieilles légendes, des vieux mythes. Puis, mais tu sais, c'est sûr, si tu t'en vas, je suis sûr qu'il y a beaucoup de déceptions. Tu te dis le box-office, il n'est pas très bon. Il est catastrophique, là. C'est même pas c'est bon. Ça, mais... Je pense que sur 60 millions, ils ont fait comme 5 millions de ouais, c'est ça, parce que je suis pas mal sûr que les gens s'attendent à un Mad Max. Finalement, c'est vraiment pas ça. C'est beaucoup plus un... Je te dirais, c'est quasiment un conte, mais une histoire d'amour aussi là, dans tout ça, parce que tu revisites comme les histoires d'amour que le génie a eues. Fait que c'est comme... T'as comme 3 histoires, pour 3... T'as Tilda Swinton qu'elle a 3 vœux à faire, mais elle demande à Idris Elba de raconter son histoire que lui, il a été comme sorti de sa bouteille 3 fois. Fait que t'as comme 3 histoires qui se passent à travers le temps. Là. Fait que c'est intéressant sur papier, mais comme film, je trouve qu'il manquait un peu de rythme. Okay. C'est un très bon film. Moi, j'ai pris du plaisir, mais je suis un gars qui aime l'histoire. Comme toi, tu aimerais ça aussi pour la façon dont les contes sont présentés, puis les mythes et légendes. Tu fais des recherches après, c'est le fun. Mais c'était pas écœurant. OK. Un peu m'intéresse. Ça m'intéresse. Un peu de déception, mais quand même le fun. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire pour son prochain film, Furiosa. Ça fait quand même longtemps que ça a été dit, mais on n'a pas plus de nouvelles. À suivre. À suivre. C'est qui fait ça? C'est-tu Fox ou c'est... Mad Max, c'était Warner Bros. OK. Fait que hâte de voir la suite. À suivre. OK, je peux aller avec la saison 1 d'une grosse série que tout le monde connaît. Aïe aïe! Parce que j'ai passé une semaine de COVID, là, fait que j'ai écouté la saison 1 de Game of Thrones en 2 jours. Hein? Puis j'ai pas été déçu. J'ai pas du tout. Qu'est-ce que dans le fond, quoi dire par rapport à ça? Je pense que la saison 1, faut que tu prennes le temps parce que tout installer qui est qui. Ouais. C'est très laborieux, c'est beaucoup de parlage, puis comprendre. Si t'es pas très attentif, tu comprendras pas qui est qui, puis les différentes familles, qui c'est qui veut quoi. Puis... Mais plus que tu avances, plus que l'action s'installe. Puis je trouve que c'est tellement bien installé les genres de guerre féodale pour le trône, savoir toutes les manigances. Lui, il veut être au trône, mais là, il faut qu'il crosse telle personne pour se rendre là. Puis je trouve ça brillant. Je suis assez. J'ai hâte de voir la suite, par contre. Là. Oui. Mais écoute, moi, j'avais le même feeling que toi pour la première saison. Je trouvais ça un peu long à partir, mais je trouvais ça intéressant. Puis je me disais, OK, la suite, c'est sûr que ça va être écœurant encore plus. T'sais. Puis, dès la fin, dans le fond, là, tu l'as complété, tu as vu la fin. Puis, ça finit avec j'ai vu Sean Bean. Sean Bean qui meurt comme d'habitude. Le cliché de Sean Bean. Mais tu sais, c'est comme... Dès la fin, tu te dis, OK, aïe, je pensais que c'était le personnage principal de la série, mais finalement, non, tu sais. Finalement, ça va être un Christy revirement, puis
Mais moi, c'est l'évolution. Tu sais, il y a 8 saisons quand même. Puis, tu sais, comme je t'avais déjà dit, il y a eu beaucoup de critiques là, pour la dernière saison, comme quoi ils ont fini ça comme de la merde. Moi, j'ai pas totalement détesté. Je trouvais que ça reflétait bien les 2 dernières saisons qu'il y avait faites avant. T'sais, la 6 et la 7, c'était un peu dans la même vibe. Moins d'épisodes, plus d'action au niveau plus, si tu veux, surprenante, là, des révélations, puis toutes sortes d'affaires un peu bizarres que tu te dis, OK, sur le coup, c'est comme, je suis pas sûr de tout comprendre, mais après ça, OK, oui, je comprends, puis ça a un bon fit. Moi, de la dernière saison, j'ai trouvé ça relax, comment ils ont fini la série entière, mais j'ai pas tombé sur le cul en disant aïe, c'est la meilleure série ever, final de la série, t'sais. Mais j'ai pas non plus détesté au point de dire c'est vraiment de la merde, d'arrêter ça. Il y en a qui sont vraiment fâchés et ils disent non, je voudrais qu'ils refassent la saison. Hey, calme-toi. Là. Les critiques du dernier épisode sont dégueulasses. C'est horrible. Ouais. C'est genre 4.1 sur 10. Ouais, mais je pense que ça, c'est dans l'optique que il y a des fans finis qui ne s'attendaient pas à ça. Puis là, vu que tu ne donnes pas, c'est comme un bébé il veut un bonbon, puis quand tu ne lui donnes pas, ben là, il t'en crisse, puis il déteste. C'est un peu la même affaire. C'est un peu. C'est ça aussi avec les fans de tout. Hein? Tu regardes, mettons, Star Wars, comment ils ont fini ça. Les fans ne sont pas contents parce que c'était pas ce qu'ils avaient expecté. C'est comme. Mais le pire, c'est que la fin de Star Wars, c'est juste à cause des fans que c'est arrivé de même. Là. Ben, c'est ça. En plus. À quoi ça sert de chialer si, au final, ton chialage, ça fait quelque chose de pire que ce que ça aurait pu être, t'sais. Mais bon. Moi, je suis un fan fini de Star Wars, mais je vais quand même aimer, dans le sens, on va en jaser là, de Star Wars, mais en tant que film, j'ai quand même apprécié tous les films qu'ils m'ont offert. Même si ça aurait pu être meilleur, oui. Mais ça, c'est par après, tu te dis, OK, il aurait pu faire ça. C'est la même chose qu'avec Game of Thrones, tu te dis, OK, après, ouais, il aurait pu faire ça de même, ça aurait été meilleur, il aurait pu, mais, regarde, tu le prends comme ce qu'ils ont fait, puis t'aimes ou pas. Moi, à mon avis, Game of Thrones, c'est pas juste sur la dernière saison que c'est bon, là, c'est pas juste avec la dernière saison que ça doit être bon, je veux dire, c'est un tout. Ouais. T'as 8 saisons, puis moi, je suis bien heureux avec ce qu'ils nous ont proposé. Là. J'ai l'impression que plus que tu avances, plus qu'ils ont de budget, fait que tu vas avoir beaucoup plus d'action, plus d'effets spéciaux, d'affaires comme ça. Oui, certain. Okay. Parce qu'au début, tu vois l'image est comme un peu plate, puis c'est très verbeux, puis il se passe rien. T'sais. Mais j'ai hâte de voir s'il y a plus des guerres, des affaires comme ça. Ouais. Quand les dragons vont arriver, là, ça, j'ai hâte. Oui. Mais il faut que tu gardes aussi à l'esprit que les livres, les romans de George Martin, quelque chose. Ouais. Lui, George, je pense que c'est Martin Har. R. Martin, c'est ça. Puis, comme ses écrits, ça a l'air que c'est vraiment détaillé, puis comme c'est long à lire parce que, il détaille vraiment tout là, dans l'écrit. Fait que j'imagine, dans les séries, ils ont essayé de faire ça plus mouvementé aussi. Puis, il faut que tu gardes à l'esprit que quand ils sont rendus à la saison 5 en télévision, là, ils n'avaient pas fini le livre encore, Okay. Ils ont fini la série avant de finir la série de livres. Okay. Avant qu'ils aient fini d'écrire tout. Fait que, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, il donne il donne son avis sur les scénarios, puis il est là aussi, mais lui, c'est sûr, il l'a dit, mes livres vont finir différents, parce que j'ai vu aussi les critiques qu'il y a eu, puis tout le kit. Fait que c'est ça aussi, sûrement qu'il y a eu moins il y a moins d'épisodes dans les dernières saisons parce que justement, il y avait moins d'éléments. Ouais. Il y a moins de jus. Mais moi, je te dirais, mes saisons préférées, c'est la saison 4 puis 6. Je t'en dis pas plus. Je vais checker ça rapidement. Ben, pas rapidement, mais dans les prochains mois, je pense que ça va arriver. Ouais. Mais à la fin de chaque saison, c'est écœurant. Tu as tout le temps des gros punchs. Moi, c'est ça que j'aime. Là. Souvent, c'est comme l'avant-dernier épisode. Là. Ça commence, puis là, le dernier épisode, c'est un Christy punch. Mais j'ai hâte de voir. Moi, dans le fond, j'attends là, parce que la nouvelle série de cet univers-là, c'est House of the Dragon. Oui. Puis c'est en train de jouer là, sur Crave. Ben, ça joue sur HBO Max, mais sur Crave, en français, on les a. Là. Fait que j'ai hâte de voir pour la suite. Moi, je vais attendre qu'il y ait vraiment tout sorti les épisodes avant de prendre Crave. Là. J'aime mieux ça que d'attendre chaque semaine. Moi, ce que j'ai lu, c'est que c'est pas à la hauteur d'un Game of Thrones, mais ça a l'air de fun pareil. Ouais, ben écoute, c'est ça. Moi,
je me fais plus, mettons, d'idées avec les critiques que je reçois. Ouais. Parce que justement, comme je te disais, la dernière saison, j'ai pas totalement détesté. J'ai pas trouvé que c'était la meilleure saison non plus, mais c'était pas si pire que ce que les fans disent ou que ils détestent. Là, Qu'est-ce qui t'attire le plus entre Ring of Power et House of Dragon? Ce qui m'intéresse le plus? Ouais, qu'est-ce qui t'excite le plus entre les deux? Tu vas-tu regarder les deux? Ouais, je vais regarder les deux, c'est sûr. Mais j'ai plus d'excitation envers House of the Dragon, Ring of Power, ça me fait peur. Mais en même temps, les critiques sont pas si pires, je pense. Mis à part les critiques de racisme, Mais il paraît que visuellement, c'est extraordinaire, mais que c'est un scénario assez basique. OK. Mais c'est ça. Ça aussi, je m'attends pas à grand-chose. Je me suis dit, fuck. C'est un peu... En même temps, je suis pas un grand connaisseur non plus de Tolkien. Fait moi, ça me dérange pas qu'un personnage est noir puis qu'il est pas censé être noir. Ça me dérange pas. Mais c'est parce que je connais pas l'histoire. Tu m'offres, mettons, un super-héros que dans les comics, il est blanc, puis que là, ils le font noir, même sans qu'en comics, c'est... mettons, exemple, Captain America, OK? T'as Steve Rogers, que c'est un homme blanc, Après ça, t'as Sam Wilson, qui est Falcon, qui reprend, le bouclier. Dans les comics, c'est comme ça, À la mort de Captain America, Steve Rogers, c'est Sam Wilson qui devient, le nouveau Captain America. Fait que, c'est un noir qui devient Captain America. Je dirais pas dans le film, ben là, ils font un noir Captain America, c'est laid. Mais s'il avait fait un Steve Rogers noir, là, je t'aurais dit, OK, ça marche pas, ils ont rien compris à l'histoire, s'il avait commencé, mettons, le premier Captain America, ça aurait été Sam Wilson, j'aurais dit, ben oui, ça a du sens, même sans avoir de sens, parce qu'on n'aurait pas connu Steve Rogers avant. Mais il existe, ce Sam Wilson-là, Mais là, dans The Ring of Power, jusqu'à quel point aussi on voit des personnages qu'on connaît déjà dans les livres, je ne le sais pas. J'ai pas lu les écrits de Tolkien, mais ça a l'air que ça englobe vraiment tout là, ce que Tolkien a écrit. Là, fait que j'ai hâte de voir. Là. Parce que je ne sais pas à quel point il y a des livres qui englobent ça, là, la Terre du Milieu, puis toutes les... Je sais que Peter Jackson, il va faire son aide pour juste peut-être avoir une lecture puis être conseillé un peu sur l'univers, puis ils ont refusé. Ouais, ils ont refusé. Ça, j'ai lu aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ben, c'est ça. Mais moi, je suis un grand fan de Lord of the Rings, de ceux de Peter Jackson. Fait que, je me dis, c'est sûr que si c'est totalement différent de ce que Peter Jackson nous a donné, ça va peut-être être bizarre, Mais déjà, selon les annonces, je vois que c'est comme Galadriel qui est comme... c'est Cate Blanchett là, dans les Lord of the Rings. C'est comme elle, plus jeune, qui part à l'aventure, je sais pas quoi. Là. Elle a l'air de se battre. Fait que déjà là, je me dis, bon, je suis plus ou moins intéressé. Mais ça se passe pas pendant la guerre où est-ce qu'ils se battent avec Sauron, je sais pas trop, là. Qu'on voit des flashbacks dans Seigneur des Anneaux. Non, c'est ça. Elle, tu la vois pas se battre dans le Seigneur des Anneaux. Non, je sais, mais l'histoire, là, ça serait pas pendant la guerre du comment t'appelles ça, je m'en rappelle pas, là. Sûrement, parce que ça va peut-être arriver à ça, parce que j'imagine Ring of Power, c'est quand ils ont fabriqué les 7 anneaux, là. Il me semble qu'il y en avait 7 pour la Terre du Milieu, là. Ça se peut. Puis Sauron, il y avait comme la dernière qui était comme la suprême anneau, là. Mais tu sais, je m'y connais pas, là, mais selon les films, me semble, là, de ce que je me souviens. Fait que c'est comme Sauron qui avait comme la dernière anneau du pouvoir, puis là, il fallait qu'il combatte pour ça. Fait que j'imagine la série, ça va nous amener vers ça. Soit que c'est la construction, la fabrication des anneaux du pouvoir, puis que là, dans les dernières saisons, ben là, tu vas voir Sauron, puis tout, t'inquiète. Mais, je suis intrigué quand même. Je vais l'écouter, la série, mais c'est juste que je ne sauterai pas dessus. J'ai bien plus hâte de regarder Cobra Kai, saison 5, qui vient de sortir sur Netflix. Fait que là, c'est une grosse annonce que je vous fais. Là. Ça vient de sortir, allez-y. Allez l'écouter. C'est juste ça que j'ai à dire. Bref, Game of Thrones. C'est ça. Fait que là, je vais arriver avec la suite éventuellement. Là. Je les ai toutes achetées. Là. Les 8 saisons, je les ai. Fait que... Ah, t'as les 8 saisons? Fait que je suis prêt à me clencher ça. Des petits sous dans ton portefeuille? Chanceux? C'est écœurant, Ben. Ouais. Moi, j'ai regardé cette semaine.
il n'y a pas vraiment de lien à faire, mais j'ai regardé un film que tu me parles depuis quand même longtemps. Je pense que tu avais été le voir au cinéma. Oui. Everything, Everywhere, All at Once. C'était écœurant, pour vrai. Ça fait longtemps que je l'avais commencé, mais je m'étais endormi dessus. Pas parce que c'était plate, là, mais parce qu'il était tard et j'étais fatigué. Puis là, hier, je l'ai fini. Puis pour vrai, c'était vraiment bon. Mais tu sais, je m'attendais pas à moins que ça parce que tu m'avais quand même dit, tu vas triper, puis tout. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ben moi, tu sais, déjà, Michelle Yeoh, je l'adore comme actrice. Là. J'ai tout aimé ses films ou presque. Fait que je trouve ça intéressant que là, elle retombe. Parce que ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas fait de films de Kung Fu ou de, où elle se bat. Fait que là, je trouvais ça intéressant de la revoir se battre. Puis comme, même si c'est pas du gros Kung Fu comme on l'a déjà vu faire, là, mais comme c'était très bien. Le concept est bon, premièrement. Puis le scénario après ça, c'est très bon pour un multiverse, justement. C'est sûr que avec, mettons, on compare ça là, au multiverse du MCU, DC arrive avec ça aussi bientôt. Fait que, c'est sûr que si tu le compares à un multiverse de super-héros, ça ne sera pas la même chose. Parce que même les super-héros, sont très. C'est très léger, là, le multiverse. Là. Que, je t'avais dit, là, la nouvelle saga du MCU, ça s'appelle la saga du multivers. Ouais. Mais à date, là, Doctor Strange in the Madness of Multiverse, c'est In the Multiverse of Madness, c'est vraiment léger, puis c'est vraiment pas du multivers. Mais... Ce qu'on voit, c'est vraiment dégueu. Mais tu sais, le multiverse dans ce film, dans Everything Everywhere, c'est pas un artifice genre de spectacle, c'est vraiment, il y a une notion philosophique aussi derrière ça, puis qui fait réfléchir, tu sais, ça paraît. C'est ça. C'est là où je m'en allais. C'est plus, admettons, un multiverse. Admettons, par rapport au MCU, où ce que je voulais aller, c'est que dans le MCU, ils vont juste, admettons, se baser sur les différents personnages de chaque univers, puis ils se ressemblent, puis non, je suis toi, mais on n'est pas pareil. T'sais. Tandis que dans Everything Everywhere, c'est vraiment plus un multiverse d'émotions puis de sentimentalisme autour des personnages qui vient les rejoindre quand même une fois qu'ils s'ouvrent les yeux puis qu'ils se rappellent que, OK, c'est vrai, j'ai cette émotion-là dans tous les univers. T'sais. C'est ça que je trouvais intéressant. Puis est-ce que la scène des roches t'a marqué autant que moi? Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça génial. C'est vraiment bon. Oh, oui. Puis comme à la fin, mettons, la roche, elle veut se lancer en bas, puis t'as juste l'autre roche qui la suit, puis c'est comme, OK, comment qu'elle veut reprendre la roche? C'est un peu bizarre. Mais oui, c'était écœurant. Comme la scène, le multivers des saucisses, c'est ultra comique. Mais c'est ça qui est bon, c'est que c'est comique sans vouloir être une comédie. C'est comique parce que philosophiquement, c'est comique. Ça t'apporte à réfléchir sur plein d'enjeux. Même si c'est niaiseux, c'est pas niaiseux pour être niaiseux. T'sais. C'est ça. T'as beau avoir des doigts en saucisse, t'as un cœur. Ou t'as des pieds. C'est ça la morale, c'est que t'as des pieds qui marchent pareil. C'est ça. Tu peux tout faire avec les pieds si tu le veux. Ah non, c'était bon. Je le conseille vraiment à tout le monde. Penses-tu que ça a des chances aux Oscars l'an prochain? Ben oui. Il faut s'en rappeler. Je ne sais pas à quel point ils vont le mettre là, dans les nominés. Là. Mais c'est parce que c'est sorti pendant le COVID aussi. Fait que là, je me demande, il y a beaucoup de films qui sont sortis parce qu'ils ont été repoussés. Lui, je ne sais pas s'il a été repoussé. Là. Je sais pas. Mais il faut se rappeler de ce genre de film-là. Ah, parce que c'était écœurant. J'ai pas vu Swiss Army Man, les Daniels, là, les deux, mais je sais pas si c'est aussi bon. Là. Je ne sais pas non plus, je l'ai pas vu. OK. À suivre. À suivre en estique. Everything, everywhere, all at once. At once. All at once. OK, once. All at once. Mais c'est écœurant. En plus, son mari, le chinois, c'est le petit chinois de Indiana Jones 2. Ouais, ça tu me disais. Puis dans les Goonies, c'est drôle parce qu'on l'a jamais vu vraiment se battre, là, mais dans ce film-là, il est drôle. En plus, les combats sont vraiment beaux dans ce film-là. Ah ouais, c'est des niaiseries, mais c'est beau, c'est hot. Là. Ouais, c'est écœurant. Puis je trouve ça quand même drôle parce que c'est produit, je pense, par les frères Russo, c'est ça? Russo, ouais. Ouais. Je trouve ça quand même drôle. Parce que, tu sais, ils ont produit beaucoup de films, mais c'est tout le temps comme des gros films à budget hollywoodien, puis comme,
trop pour en faire peu, là, dans le sens que trop d'artifice, comme tu disais. Là. Ouais. Un bon film quand même. Moi, je te dirais pour le cycle oscarisable de cette année, c'est peut-être mon coup de cœur à date. Là, aïe aïe! Ouais. C'est sûr qu'il reste bien du stock à sortir, là, mais je te dirais que c'est mon coup de cœur. Ouais. T'as pas vu The Whale? Ben non, pas encore. Ça sort en février, hein, je pense. Ah, tant que ça, c'est aussi loin que ça, shit. Ouais, mais semble j'ai vu 23 février. Ah, Quand même loin. Ah, fait qu'il sera pas aux Oscars, ça veut dire. Ben, c'est ça, je me disais, là. Ou peut-être qu'ils vont le sortir juste à Noël, comme à une coupe de salle, puis ils vont le sortir plus tard. Mais... Ah, peut-être, hein. Je sais pas. En tout cas, Brendan Fraser a reçu une ovation. Oui, mais ça a l'air bon en plus, avec Sadie Sink. Avec une intrigue qui me rappelle un peu The Wrestler, où est-ce que c'est un gars c'est vrai. Un peu désabusé qui essaie de reconnecter. Mais... C'est vrai, ouais. C'est écœurant, on va voir ça, Ben. À suivre. À suivre. Là, je pourrais aller avec ma déception de la semaine, peut-être. Vas-y. J'ai regardé House of Gucci avec ma mère, parce qu'elle voulait regarder ça, puis j'ai comme Amazon Prime pendant un bout, c'est ça. Puis ta mère, c'est une tripeuse de Gucci? Non, pas tant, mais elle s'était fait dire que mon parrain il avait dit que c'était bon, puis ça l'intéressait, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment plate, là. Je trouve ça... c'est fucking trop long, je me suis emmerdé pendant 2h30. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, comme moi, quand j'ai été au cinéma, je t'avais dit, c'est pas le film du siècle de Ridley Scott, mais c'est quand même un bon film dans le sens que ça s'écoute bien, je trouve. Là. Mais c'est sûr que c'est une histoire, c'est un fait historique de genre normal. Il y a pas. Ils n'ont rien fait de dans le fond, spécial pour la biographie. Ben, l'histoire, c'est la montée au pouvoir de Mauricio Gucci à la tête de Gucci, puis comment il a crassé tout le monde un peu, puis il finit par se faire tuer. T'sais. Mais on s'en fout, c'est pas intéressant. Raconte-moi quelque chose, je sais pas. Je trouve que c'est ça un peu le problème avec des biopics récents ou des biopics qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de raconter l'histoire de la vie de quelqu'un au complet qui est impossible à faire en 2h30. Ouais. Puis au final, tu racontes rien. T'sais. Tandis que, mettons, c'est pour ça que j'aime autant, mettons, Jackie ou Spencer, c'est parce qu'il réussit à prendre un personnage, puis prendre juste un petit aspect, puis l'approfondir profondément pour que nous faire vivre quelque chose, puis nous raconter quelque chose, nous parler pour vrai. C'est pas juste survoler qu'on s'en fout après ça parce que tu nous as rien dit pendant 2h30. T'sais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, moi aussi, je suis comme Gucci. Premièrement, je connais pas tant ça. Puis, deuxièmement, c'est une histoire qui a touché le monde entier, sûrement dans les années, justement, quand ça s'est produit. Je pense que c'est en 90, début 90. 97, je pense, qu'il s'est fait tuer. Qui est quand même fin. Fait pourquoi faire un film 20 ans plus tard là-dessus? Pourquoi tu ne l'as pas fait 5 ans après l'événement pour dire, hey, regarde, il s'est passé ça il y a 5 ans. Fait que les gens qui ont vécu ça ou qu'ils ont connu ça, cette sensation-là, ben, ils s'en rappellent, puis c'est comme, ah oui, je m'en rappelle. T'sais. Puis, je trouve le jeu est très caricatural aussi. C'est raté. C'est un commentaire que j'ai lu sur Letterboxd, que je ne me rappelle plus c'est qui a dit ça, mais c'était... il disait c'est le Aline des Italiens, ça. Parce que c'est comme... c'est un peu le même concept. Aline. D'ailleurs, Aline, ça a joué à la télé cette semaine, Aline, hein, ça s'est enregistré. C'est vrai? Ben non. Moi, je l'ai enregistré, fait que je vais regarder. J'ai failli, mais je me suis dit, pour vrai, j'ai aucun intérêt. Mais ça m'a surpris, que moi, c'est laid, Aline, là. C'est vraiment laid. Ça a l'air d'un film qui a du budget, puis c'est laid, l'image est laide, là. Oui, c'est pas beau. Fait que ça me surprend. En tout cas, puis je trouve ça, parce que les critiques que j'ai eues, c'est bizarre parce que l'actrice qui joue justement Aline, elle la joue plus jeune, puis comme à mesure qu'elle vieillit, c'est comme la même actrice, mais ils l'ont pas rajeunie pour jouer plus jeune, fait que c'est un peu bizarre comment c'est fait, c'est comme fuck. Mais j'ai hâte de voir par rapport à, mettons, si ça appartient bien à l'univers du film, avec ce qu'ils ont voulu faire, ça peut être correct, là, mais j'ai hâte de voir, on verra. Parce que ça reste une comédie qui est comme quasiment plus parodique, je pense. C'est quasiment plus un conte que d'autres choses. Ouais, je le sais pas. On verra. T'as Sylvain Marcel en Guy Claude. Avec sa petite couette, là. C'est écœurant. C'est ça. Fait que c'est ça, House of Gucci, moi j'ai vraiment pas aimé ça. Je le conseille pas à personne. je le conseille aux adorateurs de la mode. Ils vont pouvoir dire aïe, oui, Gucci est mort, oui. Ouais.
Mais tu sais, c'est même pas un bon film. Tu sais, je te dis pas que c'est un film de gangster, mais c'est un film un peu de famille Ouais, un peu une famille italienne, tu sais, nerveuse, là. là, ouais. Puis c'est pas intéressant. C'est même pas dans le même vibe de ça. C'est pas intéressant. C'est pas bon. Ouais. Ben, c'est ça, je m'attendais à plus d'Italiens aussi, mais Ouais. c'est ça. Ils sont restés aussi dans le ton de l'époque, là, comme les Italiens, mais ils vivent comme à cette époque-là. Ils font du ski, mettons, normal. Là, Ouais. des gens riches de cette époque-là. Là. Bref. C'est ça. La vie. La vie. La vie, la vie. La vie, la vie. Je peux y aller avec mon dernier film. C'est drôle parce que je t'ai parlé de Wes Craven tantôt, avec Vampire of Brooklyn. Puis là, je te parle encore de Wes Craven. Parce que j'ai regardé un film que j'avais jamais vu de lui. Un film des années 80, fin des années 80. Genre, je pense en 89. Fait que c'est comme 2 ans après. Non, c'est en 87. Puis c'est 3 ans après Nightmare on Elm Street. Un des plus, dans le fond, le plus gros succès de Wes Craven. Puis c'est Shocker. As-tu déjà entendu parler de ce film-là? Non, je pense pas. Fait que Shocker, 18 ans et c'est. plus. Ouais. C'est un. En même temps, c'est un film d'horreur, dans la veine de Wes Craven. Mais d'après moi, il est encore beaucoup collé avec l'histoire de Nightmare on Elm Street. Puis c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas eu un effet grandiose. Là, parce que ça ressemble beaucoup à Nightmare on Elm Street. Dans le fond, c'est un jeune Peter. Voyons. Son nom, c'est un réalisateur aujourd'hui. Peter Berg. Peter Berg, c'est ça. C'est un jeune Peter Berg que, il a comme 19 ans là, dans le film. Puis là, il fait comme des cauchemars un peu hallucinatoires. Puis il y a un meurtrier en Syrie qui est comme recherché par toute la ville. Puis là, il rêve comme à lui puis à ses prochains crimes. Puis ça se produit. Le meurtrier, il tue sa famille adoptive, à part son père adoptif qui est comme l'enquêteur qui recherche ce meurtrier-là. Puis finalement, avec ses rêves, il réussit à le coincer. Puis comme, c'est un jeune adolescent, là, mais il réussit à le coincer puis à l'arrêter. Puis là, le meurtrier s'en va sur la chaise électrique. Puis là, avant, il fait comme un envoûtement satanique. Là, puis il réussit à comme transposer son âme dans l'électricité comme de l'air. Puis là, quand il se fait comme électrocuté, ben là, il s'envole, puis là, il est comme disparu, mais il réapparaît, son corps réapparaît, puis il meurt, tu sais. Fait que là, les gens pensent qu'il est mort, mais finalement, c'est son âme qui peut comme se transposer de corps en corps, tu sais. Quand il touche quelqu'un, il peut rentrer dans le corps de l'autre. Fait que, dans le fond, il recommence à faire des meurtres, puis là, le jeune, il continue de rêver, puis là, il sait qu'il est en vie, mais là, personne ne le croit, puis là, tout le monde pense que c'est lui qui tue les gens, tu sais. Fait que là, il se fait comme poursuivi par tout le monde. Mais tu sais, avec le jeu des rêves, je trouvais que ça faisait beaucoup référence à Nightmare on Elm Street, là. Fait que tu sais, il restait un peu dans cette optique-là, j'imagine, dans le scénario. Pour l'époque, les effets spéciaux, tu sais, ils ont quand même de l'allure, là. Mais tu sais, je trouve le film, il était quand même long, parce que tu sais, le film dure 1h55, genre, quelque chose comme ça. Puis là, c'est long au début, avant même qu'il se fasse comme, tu sais, que l'histoire, tu sais, la grosse histoire arrive, là, qu'il propage son âme ailleurs, puis que là, il pourchasse. Mais tu sais, il y a beaucoup de scènes de poursuite, admettons que le jeune, tu sais, il se fait poursuivre par quelqu'un de nowhere qui était comme envoûté, tu sais, par l'âme du tueur. Il se fait poursuivre, fait que là, c'est long, tu sais, puis t'as tout le temps la grosse musique, là, des années 80, là. Fait que tu sais, tu te sens pas, c'est une vibe de film d'horreur, mais c'est pas tant un film d'horreur, là, parce que t'as pas tant de scènes brutales, de meurtres. T'en as quelques-unes, là, mais tu retrouves la touche de Wes Craven, mais t'as beaucoup de musique de cette époque-là qui te rentre plus dans un film, mettons, de teenage movie là, de ces années-là, puis c'est plus rock'n'roll. Là. Mais à la fin, t'as aussi... Tu sais, je te dis, les effets spéciaux sont bons, là, mais à la fin, t'as comme le tueur qui amène le jeune dans la télévision, parce que là, il se propage dans les satellites, fait que dans toutes les télévisions. Puis là, il amène comme le jeune avec lui dans la télévision, puis il se propage. Ben, c'est comme le jeune là, qui réussit à le faire sortir de la télévision, puis là, il l'amène avec lui dans la télévision. Mais en tout cas, c'est fucké, mais il se promène dans tous les postes là, de télé. Là, c'est drôle. Un peu comme dans Charlie et la chocolaterie. Là.
Tu sais, quand le jeune, il se rapetisse, là, puis il s'en va dans la TV, là. Lui de Tim Burton? Ouais, celui de Tim Burton. Je me souviens pas. OK, une bonne scène. Mais bref, bref ça ressemblait un peu à ça, c'est drôle. C'est drôle, puis à la fin, ben, c'est ça, c'est un film, ça finit, tu t'en doutes, là, comment ça va finir. Là. C'est un... Fait que c'était pas écœurant comme film. Je te dirais pas que c'est mon préféré de Wes Craven, mais ça faisait la job. T'as ça en VHS, dans le fond? Là? Non, ça, je l'ai vu à la TV à Cinépa. Ah, ok, pas Frisson TV. Non, pas Frisson TV. Prochaine fois, peut-être. Shit. Okay. La vie. 100 000 volts de terreur. C'est ça, le titre en français. OK. Ah, moi, c'est marqué Shocker, mais en tout cas, peut-être en France. Hein. Ah, ça se peut. C'est le genre des Français d'appeler ça 100 000 volts de terreur. OK. Ah, ben, c'est ça. Moi, il me reste 2 films. Vas-y. Je vais aller avec mon film de Canopy que je parlais tantôt. Okay. C'est La Cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet puis Marc Caro, que tu connais. Ouais. Qui ont fait Délicatessen. Puis tu sais, Jean-Pierre Jeunet, il a fait aussi Amélie Poulain, puis Alien 4 aussi, je pense. Oui, Alien 4. Puis c'était vraiment très, très bon. J'ai bien aimé ça. C'était avec Ron Perlman aussi, qui était souvent au début de sa carrière, Ron Perlman, qui joue un genre d'étranger qui parle pas beaucoup. C'est un genre d'espagnol. Aïe, aïe. Je sais pas pourquoi. En plus, il ressemble, il a comme la gueule d'un étranger qui parle pas. T'sais. Oui, puis surtout, tu sais, les films de Jeunet Caro, c'est une esthétique un peu, je te dirais même expressionniste allemand, là, tu sais, où le monde sont bizarres, ils ont des faces atypiques. Là. Ah oui. Puis tu sais, justement, dans ce film-là, tu as Dominique Pignon, là, tu sais, c'est qui? Tu sais, dans le personnage principal dans Délicatessen, ou tu sais, dans Amélie Poulain, c'est le monsieur qui chiale tout le temps, là, tu sais, un petit monsieur qui a une petite face atypique. Là. Oui, je me rappelle, c'est drôle. Mais il joue dans ce film-là, puis il est doublé genre 5-6 fois, c'est comme tous des frères qui sont pareils. Tu sais. Puis dans le fond, l'histoire, c'est une cité où est-ce que ils kidnappent des enfants pour qu'ils deviennent un peu esclaves. Là. Puis c'est juste des enfants qui traversent la cité, puis c'est un genre de savant fou qui gère ça, puis il essaie d'être ami avec les enfants, puis rentrer dans leurs rêves, mais là, c'est juste quelqu'un qui est malhabile, puis qu'il fait faire des cauchemars aux enfants, comme personne n'aime. Puis dans le fond, c'est ça, Ron Perlman, son petit frère, qui est un jeune enfant, il s'est fait kidnapper pour aller sur cette île-là, sur la cité perdue, puis là, il s'en va là-bas pour essayer de sauver son frère, puis les autres enfants qui sont là par la bande. L'histoire est très simple, c'est ça, mais c'est surtout l'esthétique qui est intéressant. C'est dark, Ben, je sais pas si je peux avoir une image, là, je vais essayer de la trouver. Mais c'est un film de quelle année? Ben, je me rappelle que le Délicatessen, c'est très dark aussi, là, comme... C'est le même genre de vibe. C'est comme une image sale aussi. C'est comme vert un peu. Puis c'est un choix esthétique quand même bon pour le genre de scénario qu'il nous propose. Là. Oui, c'est ça. Je trouve que ça habite bien l'histoire. Un peu, je trouve pas le film. Là. C'est en 95 ça a été fait. Je pense que c'est avant Délicatessen, si je me trompe pas. Regarde les images. Regarde, check, mettons une image comme ça. Là. Si tu vois, ben là, on voit pas bien, là, mais... Ah ouais, je vois Ron Perlman, ouais. C'est comme sale un peu. Ouais, c'est sombre. Très contrasté, tu sais, puis... Ouais. C'est jaune un peu, là, aussi. C'est ça, ouais. C'est pas une image sale. Jaune. C'est pas aussi heureux qu'Amélie Poulain. Amélie Poulain, c'est la joie de vivre qui parle. Ça, c'est comme triste un peu, puis c'est dark. C'est assez violent aussi, tu sais. Mais je le conseille, c'est sur Canopy. C'est bon. Inscrivez-vous là-dessus. Là. La Bibliothèque nationale du Québec, c'est gratuit, en ligne. Là, tu t'inscris, tu as 4 films par mois, ça vaut la peine. That's it. Et puis ensuite, mon dernier film que j'ai, c'est un des rares films de Yorgos Lanthimos que je n'avais pas vu. Que tu connais Yorgos Lanthimos? Là? Ben oui. Il a fait The Lobster, The Favourite, puis The Killing of a Sacred Deer, c'est ça. Killing of a Sacred Deer, c'est ça. Le film que j'ai regardé, c'est son dernier film qu'il a fait en Grèce. Ça s'appelle Alps. C'est un film de 2011. Ok, non, c'est pas le film que je pensais. Toi, tu parles-tu de Dog Tooth, tu parles, toi? Non. Je pensais au dernier film avec... parce que Colin Farrell, il joue pas mal dans tous ses films. Je me disais, c'est le dernier film là, avec Colin Farrell. Là. Tu sais, il est comme... c'est comme des robots, genre. Là. Il y a comme une famille, puis c'est comme... je me rappelle pas comment ça s'appelle. Un peu, mais je sais pas de quoi tu parles, mais je vais aller voir. Colin Farrell. C'est récent, là. Colin Farrell, il y a comme une famille...
Genre, c'est comme une famille de clones, quelque chose comme ça, là. Comme des enfants clonés. Oh, C'est bizarre. After Young, tu parles? Là, Oui, c'est ça, Ouais, After ok. Young. Ouais. Ah, ça a l'air bon, ça. C'est-tu C'est pas de Yagos A24, ça? Motimos? Non, ça, c'est Kogonada. Ah, ok. Je sais pas c'est qui. C'est chinois. Aïe, aïe. Mais non, ça, dans le fond, c'est un film de 2011. C'est le dernier Ok. film qu'il a fait avant de faire des films en anglais. Ok. C'est assurément son film le moins accessible de tout ce qu'il a fait. Même si c'est pas tant accessible, son cinéma, là, ça va souvent comme décalé, puis c'est Ouais. robotique. Là. Puis là, le jeu est très robotique, c'est fucking raide. Puis dans le fond, là, ça raconte une genre de compagnie de gens qui se font engager pour jouer les gens qui sont morts, genre pour les remplacer, pour faciliter le deuil un peu. Tu sais. Là, c'est la grande sœur dans Dogtooth qui joue le personnage principal. Puis elle est dans la compagnie. Puis là, il y a une fille qui meurt d'un accident de char. Mais là, elle dit à sa compagnie, non, finalement, elle est correcte, elle meurt pas, mais elle va se faire employer pareil, genre en cachette par elle, par la famille. Puis là, elle sait comme pas trop qui elle est après ça parce qu'elle joue le rôle de quelqu'un qu'elle n'est pas. Puis c'est comme si elle devient cette personne-là, puis elle sait plus qui elle est. Puis là, la compagnie commence à l'apprendre, puis là, ils sont fâchés, puis là, ils cassent la gueule, puis là, la famille la rejette un peu, puis là, c'est comme toute une quête identitaire. Tu sais, mais Parce qu'elle, elle voulait comme prendre part à la vie de l'autre qui est mort. je sais pas pourquoi elle fait ça. Je t'avoue, c'est complexe, puis c'est un film qu'il faudrait que je revoie encore, là, parce que c'est Ouais, c'est intéressant quand même. de particulier. Mais ça vaut la peine, j'ai bien aimé ça. Mais je te dirais que si quelqu'un veut commencer dans le cinéma de Yorgos Lanthimos, ben pas commencer avec ce film-là, parce que Ouais, ça a l'air quand même ouais, complexe. c'est ça. C'est pas nécessairement le plus attirant, puis c'est pas le plus facile à regarder. Mais je te dirais que Dogtooth, je préfère Dogtooth parce que Dogtooth, c'est vraiment très drôle, puis vraiment Ouais. stupide, puis c'est assez facile à regarder aussi, même si c'est bizarre. Là. Ok. C'est ça. Aïe, aïe. C'est sur Mubi, justement, si quelqu'un s'intéresse. Là. Alps. Ah! Donc, c'est ça que je voulais dire sur ce Christy. film-là. Ouais, ben c'est pas facile, tu sais, un cinéma inaccessible. Tu sais, Ouais. comment commencer là-dedans? Tu sais, moi, je dirais quasiment de commencer avec les films plus américains qu'il fait, tu sais, depuis Genre, quelques années. ben, je te dis, The Lobster, c'est peut-être son plus accessible, puis Ouais, c'est vraiment excellent, The Lobster. c'est vrai, c'est excellent. Puis, As-tu vu tous mais ces films qu'il a encore là, fait tu sais, c'est pas pour tout le monde. américains? Non, c'est pas pour tout le monde. C'est très robotique, c'est weird, mais c'est pas si dur à regarder que ça, pareil. Ouais. As-tu vu ces 3 films américains? J'ai pas vu Youth. Non, ça, c'est pas lui, ça, c'est Paolo Ah, c'est pas Sorrentino. lui, Ça. ça? Non, Ok. non. Non, c'est 3 films, c'est ça. C'est Killing of a Sacred Deer, la reine, là, je me rappelle plus du titre, là. The Favorite, puis The Ah, Lobster. The Favorite. Ok, ouais, Ça, non, c'est ça. Favorite, je l'ai pas vu. J'ai vu les ah, deux autres, ben, là. tu l'as-tu? Je l'ai pas, mais il est sur Disney+. Ah, ok, mais regarde ça au plus sacrant. Là. Me Moi, semble. je l'avais vu au Me cinéma, semble. puis j'ai trippé, c'était vraiment très bon. Ouais, mais il est dans ma liste sur Disney+. Soit Disney ou bien c'est Amazon Prime, mais je pense que c'est Disney. Ça se peut. Ouais, The Favorite. Mais regarde ça au plus sacrant, parce que c'est vraiment très Ah, je bon. vais J'ai vraiment aimé ça. checker ça. Avec Emma Stone. Là. Tu vois, Emma Stone tout nu maintenant aussi. Ouais, ah ouais, tabarnak. Ouais. OK. Tout pour m'attirer vers ce film-là, Benz. Ouais. Qu'est-ce que tu... Très bon. C'est écœurant. Fait que c'est ça. Ben, en parlant de tenue, moi, les prochains films, là, la semaine prochaine, là, c'est quoi que tu regardes, tu sais? Ben, peut-être Aline, on verra. J'ai pas de plan particulier. Là. OK. Il y a le goût d'écouter Aline. Ben, peut-être pas. Je sais pas si j'ai le goût de le regarder. On verra. On verra. Ben, moi, je te parlais en parlant de Tony parce que j'ai regardé Ex Machina. Ah oui. C'est Mais bon. c'est ça, je t'en parlais pas cette semaine parce que pour la semaine prochaine, là, je vais regarder Men. OK. Fait que le même réalisateur. OK. Là, je vois ton lien de tout nu, c'est pour ça je comprenais pas, mais je le vois. Là. Ouais, non, c'est ça, les tout nus. Puis, puis c'est ça, j'ai aussi regardé Entre deux océans, là, un film avec Alicia Vikander. Ben oui, j'aimerais ça le voir, celui-là. Ah ouais, OK. Ben, c'est là qu'ils se sont rencontrés, Michael Fassbender puis Vikander, puis ils sont mariés après ça. Ouais, ben c'est ça. Puis là, je trouvais ça drôle parce que là, tu me parlais de Shane, Michael Fassbender, Ouais. mais c'est pas un film que j'ai trippé bien raide. C'était bon, là, mais c'est pas... Tu l'as enregistré à TVA l'autre jour, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. J'ai regardé. Puis, mais c'est ça, c'est quand même long comme film. Je pense que tu vas aimer ça, mais c'est parce que t'aimes Alicia Vikander. Mais, mais c'était pas un film incroyable, mais je t'en parle la semaine prochaine. En même temps, là, tu sais, que Alicia Vikander. Quand même une bonne actrice, tu sais.
Ah oui, Danish Girl, c'était quand même. Oui. Puis, T'as pas vu, hein? non, non, j'ai pas vu. Ah, mais c'était bon, elle est bonne là-dedans. J'ai pas vu, mais je suis sûr qu'elle est bonne, tu sais. Ouais. Puis sinon, ben, c'est ça. Au cinéma, j'étais un peu déçu. La nouveauté de cette semaine, c'est Barbarian. Puis il joue pas dans mon coin. Il est sorti juste en anglais, fait que les sorties en salle sont limitées quand même. C'est pas écœurant. Je vais peut-être pouvoir aller le voir. Je pense qu'il joue à Brossard au 10-30. C'est le plus près là, de chez moi. Fait que je vais essayer de voir ce que je peux faire. Sinon, la semaine prochaine, c'est Pearl qui sort. Ouais, vendredi, ça sort, ça? Tu regardes-tu X en préparation? Ouais, ben j'ai vu qu'il jouait le jeudi au 10-30. Mais oui, normalement, ça serait le vendredi là, qui sort. Puis ça aussi, hein, c'est juste en anglais. Fait que c'est ça, comme tu me disais, toi aussi, pas de chez vous, il ne jouera sûrement pas. Fait que c'est ça, moi, j'ai hâte de voir. Des fois, il y a des films en anglais qui jouent, là, pas de chez nous, mais c'est très rare. C'est des films qu'ils jouent en français durant le jour. Puis là, admettons, le jeudi soir, là, ils mettent, admettons, à 9h, le film en anglais. Pour une raison obscure. Mais c'est ça, il n'y a pas assez de salles pour faire jouer les films en français et en anglais en même temps. Là, fait que, on est en esprit aussi, c'est pas, on n'est pas dans un coin anglais, anglophone. Moi, j'aime ça écouter les premiers films en français, mais pour des films d'horreur de ce type-là, ça ne me dérange pas de les voir en anglais. Le doublage de X, quand je l'ai vu au cinéma, c'était horrible. C'était vraiment pas bon. Oui, non, c'est ça. Mais c'est parce que c'est le genre de film que ça ne me dérange pas d'écouter en anglais parce que le dialogue n'est pas important. Ouais. C'est ce qui ben, tu sais, même, c'est pas du gros dialogue, fait que c'est sûr que tu comprends qu'est-ce qu'ils disent. Mais moi, mettons, des gros films, comme mettons les films de Christopher Nolan, j'irai pas les voir en anglais, parce que je veux bien comprendre qu'est-ce qu'ils disent, puis l'histoire en général. Ouais. Parce que malheureusement, je ne suis pas un bilingue. Exceptionnel. Fait que, ouais. Je fais ce que je peux, mais la vie nous propose Pearl, puis je vais aller le voir, puis c'est tout. Là, t'as Viking là, qui s'en vient, qui est à Toronto en fin de semaine, je pense, ou la semaine prochaine. Mais lui, 30 septembre dans les salles. Oui, c'est ça, à la fin du mois. Ça j'ai vraiment, vraiment hâte. Là. Mais l'annonce m'intéresse, pour vrai. Ça a l'air fucké, ça a l'air bon. Là. Je suis vraiment pas un grand fan de Tudor Nicole, là, mais ça a l'air meilleur que Tudor Nicole. Fait que... C'est dur d'être meilleur que Tudor Nicole, c'est très dur, mais en tout cas, selon moi, c'est pas dur à battre, mais ça dépend des gens. Fait que critique de podcast, mon Ben. Oui. On s'aligne là-dessus. Des bons films la semaine prochaine. Toujours des bons films. Fait que... Peut-être que je pourrais me faire ça, me claquer un Stéphane Lafleur par semaine jusqu'à ce film-là. Ah oui, ça pourrait être fun, ça. Mais là, la semaine prochaine, tu peux aussi aller voir l'autre nouveauté de la semaine. Là. C'est quoi? La femme roi. Ah oui, oui. Il paraît que c'est pas pire quand même. On verra. Ouais, c'est ça. C'est une histoire vraie. Hein? Ouais, ben il aurait pu l'appeler la reine. Là. Ouais. Mais c'est correct. La reine. The Queen. La reine. Faire un concept aussi. Là. Ah oui, la reine. En tout cas. Elisabeth. Tu vas-tu regarder le film, Elisabeth II? Non. Je ne vais pas rentrer dans la politique, là, c'est correct. Non, c'est quoi? C'est-tu Elisabeth d'or, quelque chose comme ça? Je sais pas. C'est quoi le film là, avec Hélène Mirren? Ah non, c'est-tu Hélène Mirren qui joue la reine? Ben, il me semble que oui, elle a joué la reine. Ouais, c'est ça. En tout cas. Hélène Mirren. Ça s'appelle Elisabeth. Ça s'appelle The Queen, je pense. Ah ouais, The Queen? Juste The Queen? Sa Majesté la Reine, ouais, The Queen. OK, bon. 91 de Metascore, c'est beaucoup, c'est bon. Ouais, ben c'est un bon film quand même. C'est un film de Stephen Frears qui a fait quoi d'autre? Philomena. Il a fait... Bon, en tout cas. Ah, Victoria et Abdul, c'est lui qui a fait ça. Ah, Victoria Clarence Foster Jenkins. Ah. Bon, en tout cas. Regarde, on écoute ce qu'on peut, Benz. Ben oui. Vive la reine! Salut, mon Benz. Salut. On se reparle à Qu'est-ce que tu regardes?